Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier du REFAD d'aujourd'hui. Le dernier de notre série régulière, on a un atelier spécial la semaine prochaine, le 11 décembre. Découvrez des ressources libres de droit pour supporter et améliorer vos formations à distance, offertes par Mme Lise Chauvineau et M. François Dallaire du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, le CEDAF. Bien entendu, un énorme merci à François et Lise pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. On remercie également Patrimoine canadien, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le SQRC, et les gens qui sont en ligne avec nous. On a des gens un peu partout, d'un peu partout au Canada francophone. L'atelier devrait se terminer vers 13h30 heure de l'Est, si jamais le momentum le permet et les gens sont disponibles, et bien entendu Lise et François également, on peut continuer sans problème. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, quoi que ce soit dans la formation, vous pouvez utiliser le clavardage, celui-ci. Et vous pouvez bien entendu utiliser aussi Zoom. Prenez votre curseur, descendez-le et vous voyez les boutons du logiciel pour interagir via votre caméra et votre micro. On vous invite aussi, suite à la formation, comme j'ai déjà souligné souvent, les gens qui sont présentement avec nous, si vous voulez contacter le REFAD pour contacter les animateurs et animatrices ou abuser du réseau, refad@sympathica.ca. La même chose pour les gens du CEDAF. Si vous avez de l'information supplémentaire à faire circuler, ne vous gênez pas. On vous invite aussi, suite à la formation, à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Je souhaite à tous un excellent atelier et je laisse la parole à Lise et François. Merci beaucoup, Alain. On va d'abord commencer par une petite fonctionnalité de Zoom. Donc, voilà, on épingle notre vidéo à l'instant. Merci pour la présentation. Donc, oui, moi, c'est Lise Chauvineau et puis mon collègue François Dallaire. Vous êtes bloqués avec nous pendant une petite heure et demie ce midi pour effectivement parler un peu des outils libres qui peuvent soutenir la formation à distance, qu'elle soit synchrone ou asynchrone. Donc là, on va, d'abord, je vais partager l'écran avec notre document de présentation pour vous montrer un petit peu la trame de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, on va passer un petit peu de temps au départ sur, bien sûr, une petite présentation déjà du logiciel libre. On trouvait ça très important, en fait, de ne pas trop s'étendre là-dessus, mais de quand même rappeler quelques éléments clés parce qu'on s'est rendu compte que certaines notions peuvent prêter à confusion. Je garde le suspense pour la suite, vous en saurez plus tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, il y a quand même quelques enjeux sur, finalement, mais pourquoi on utiliserait des logiciels libres, tant sur des enjeux fonctionnels que des enjeux éthiques. Donc là, on va brièvement passer là-dessus pour enfin arriver à la partie qui nous intéresse le plus, finalement une présentation de plusieurs plateformes et logiciels qui sont libres et qui vous permettront de collaborer à différents niveaux finalement dans la formation à distance et dans différentes temporalités, différents types de collaboration également. Juste un petit nota bene aussi, bien que la première partie sera assez empirique, donc là vous allez beaucoup entendre parler. Pour la deuxième partie, lorsque nous allons présenter des outils, on va essayer de rendre cette partie-là la plus interactive possible. Présentement, nous avons le document de présentation, le PowerPoint qui est partagé, mais par la suite, on va partager aussi les sites présenter les sites des différents outils qu'on va vous montrer et éventuellement faire quelques petits tests avec vous également. Un petit nota bene que je ferai finalement avant de passer au contenu de cette formation, comme tenait à le faire mon collègue François, me disait de vous noter cette petite anecdote, cette petite fonction utile, je sais, pour les enseignants et enseignantes qui utilisent Zoom pour leur classe à distance. Il y a un petit outil qui permet le suivi d'attention sur Zoom dans la liste des participants. Donc, si jamais voilà, la formation n'est pas très passionnante et que vous consultez autre chose, on verra une petite notification. Non, c'était pour l'humour au début, mais en tout cas, sachez qu'il y a pas mal de fonctionnalités utiles pour la classe également via Zoom. Déjà, je remercie Alain pour le topo technique pour Zoom pour interagir en activant et en désactivant votre micro pour prendre la parole. Il y a aussi d'autres fonctions que vous pouvez utiliser, toujours dans la barre du bas lorsque vous faites passer votre curseur. Si j'arrête le partage d'écran, par exemple, ou sinon vous faites monter votre souris en haut de l'écran, vous allez voir un onglet qui s'appelle « Participants ».
dans cet onglet-là, vous avez des fonctionnalités qu'on appelle des options de communication non verbale. Comme effectivement, là, je vois Olivier qui a mis un pouce, en effet. Donc, mettre le pouce vers le haut pour dire OK, ou sinon, d'autres personnes qui peuvent lever la main. Si vous voulez prendre la parole et que vous voyez que nous, on est passionnés par la présentation, n'hésitez pas à utiliser la petite option qui vous permet de lever la main afin qu'on puisse vous donner la parole. Et là, vous pouvez activer ou désactiver votre microphone. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Petit test pour la facile, ça me permettra de voir si vous avez bien trouvé. Génial. Donc, il y a du monde qui a trouvé excellent. Je vous remercie. Super. Bon, merci. Je pense que ça fait un bon petit échantillon représentatif. Donc, on peut rentrer dans la matière. Effectivement, le clavardage aussi, Laetitia, reste une très bonne option. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, on va commencer un petit peu avec la première partie dont je parlais. On ne va pas trop s'étendre, mais on trouve ça vraiment important finalement de présenter le logiciel libre pour qu'on s'assure de partir sur la même définition. Attention, il y a quelques petites confusions qu'il faut évacuer au début. Donc déjà, qu'est-ce qu'un logiciel libre? Je ne vais pas forcément vous lire tout ça parce que vous allez avoir d'ailleurs, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais vous aurez le document de présentation grâce à la super aide d'Alain du REFAT qui pourra vous partager le document de présentation par la suite. Donc, je vais quand même passer rapidement à travers certaines diapositives. Donc, la particularité d'un logiciel libre, c'est déjà qu'il s'oppose à un logiciel propriétaire. Donc, c'est sûr que là-dessus, on va me dire, oui, propriétaire libre, qu'est-ce que c'est? Parce que partout, on voit des noms de développeurs ou en tout cas des noms d'organismes qui ont travaillé sur des logiciels. Le logiciel propriétaire vous est livré dans une version finale, c'est-à-dire que c'est une version que vous ne pouvez pas modifier. Vous n'avez pas accès au code source, en fait. C'est ça la clé du logiciel libre. Vous n'avez pas accès au code source dans un logiciel propriétaire. Par exemple, Adobe, si vous utilisez un lecteur de PDF d'Adobe, ben là, vous n'aurez pas le code source pour modifier l'application. Tandis que certains logiciels libres, quasiment, tandis que tous les logiciels libres, d'ailleurs, dans ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, vous permettent d'avoir accès à ce code-là. C'était d'ailleurs au début de, justement, dans les années, jusqu'aux années 80, finalement, c'était assez répandu comme pratique. Et même là, pour choquer un peu, je dirais que même des grosses compagnies qui se sont développées, notamment comme Google, utilisent beaucoup de bases de logiciels libres parce qu'ils ont compris un peu les enjeux derrière tout ça et l'atout que représente le fait d'avoir un logiciel libre. Donc, en tout cas, la clé déjà, c'est un logiciel est libre à partir du moment où vous avez accès au code source, donc finalement, ce qui fait l'architecture du logiciel pour l'adapter à vos besoins. Je fais aussi là où vous avez aussi, je fais aussi une différence entre donc, le logiciel libre ici, comme je disais, je vais passer un peu rapidement, mais on a fait le document le plus complet possible pour vous par la suite, lorsque vous allez vous remémorer. Je fais une différence entre le logiciel libre et le logiciel gratuit. Logiciel libre, c'est en anglais ce qu'on appelle le free software, c'est pas le freeware qu'on va voir tout à l'heure. Parce qu'un logiciel libre, bon, déjà, c'est ceux qui vous permettent d'utiliser l'application telle qu'elle, l'étudier, la redistribuer, voire la modifier. Tandis que, finalement, un logiciel propriétaire ne vous permet pas, finalement, de faire ces modifications-là. Le freeware dont je parlais tantôt, c'est donc le logiciel gratuit. En français, on dit aussi gratuiciel. C'est un logiciel qui peut effectivement se retrouver gratuit, mais être propriétaire quand même parce que vous n'avez pas accès au code source. Donc, attention, les logiciels libres ne sont pas toujours gratuits. Et ça, je sais que ça peut prêter à confusion parfois parce qu'on se dit, mais si c'est libre, pourquoi je paye? Le fait qu'un logiciel soit payant ou gratuit n'a aucune incidence sur sa licence d'utilisation ou de modification. C'est vraiment au niveau de la licence qu'il faut regarder. Donc, par exemple, Skype, effectivement, c'est gratuit, c'est un gratuiciel, mais il est quand même propriétaire. Le shareware, donc le partagiciel aussi, il y a des noms comme ça assez mystérieux, mais qu'on essaie d'expliciter un peu rapidement maintenant. Le partagiciel, c'est aussi un autre type de logiciel qui peut prêter à confusion avec le logiciel libre. Ça reste un logiciel propriétaire. Partagiciel, c'est juste parce que parfois, il y a des limitations tant que vous n'êtes pas un utilisateur ou une utilisatrice premium. C'est-à-dire que vous avez peut-être une version gratuite, effectivement, soit pour une durée limitée. Vous avez très certainement déjà téléchargé des versions d'essai de logiciels. Ça veut dire que cette plateforme-là ou le logiciel qui vous est mis à disposition est dans une logique de partagiciel. Donc, vous avez une version d'essai du logiciel. Attention, vous n'avez que 30 jours pour essayer les fonctionnalités complètes de ce logiciel. Ou sinon, parfois, vous avez une version gratuite
avec une base d'informations, une base de fonctionnalités. Mais si vous voulez les fonctionnalités dites premium, donc l'ensemble des fonctionnalités proposées par le logiciel, il va falloir payer à ce moment-là. Ça aussi, on voulait revenir sur le domaine public parce que là aussi, pardon, il y a une confusion. Un logiciel peut être dans le domaine public, même si c'est un logiciel propriétaire. Oui, c'est ça qui est intéressant en fait. Ah bon, c'est intéressant dans une certaine mesure, mais en tout cas, c'est ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le fait qu'un logiciel tombe dans le domaine public, finalement, ça veut juste dire que le propriétaire a renoncé à ses droits d'auteur en soi sur le logiciel. Peut-être qu'il peut rendre disponible le code source de l'application. Et là, s'il rend le code source disponible, là, on tombe dans du logiciel libre. Mais peut-être aussi qu'il dit, je ne sais pas, comme par exemple la version 2 de Photoshop, ben, tiens, tenez, cette version-là, elle est dans le domaine public. Vous pouvez la réutiliser sans avoir à, par exemple, payer une licence, mais est-ce qu'on a accès au code source de Photoshop 2? Non. Donc là, c'est un logiciel qui peut être réutilisé, mais dans sa forme structurée finale. Est-ce que ça va pour ces définitions? Je sais que j'ai brisé un mythe peut-être sur le domaine public. Est-ce qu'un exemple de ça, c'est le format PDF? Est-ce que, me semble, le format PDF a été mis dans le domaine public, mais à la base, c'était un format propriétaire. Oui, c'est vrai. Là, on rentre ici, on rentre dans les formats documents, effectivement, mais c'est un peu le même principe. C'est le même principe. Pour les logiciels et applications. Ça avait été développé par la compagnie Adobe, et avec le temps, ils l'ont laissé aller dans le domaine public. C'est ça. Donc, ça va tout le monde pour ces définitions-là. J'espère ne pas avoir déprimé trop de monde. Ensuite, quelque chose qui est, merci pour les confirmations par clavardage ou par les options de communication non verbale de Zoom. Je vous remercie. Donc là, on va passer rapidement aux principales réticences à l'utilisation de logiciels libres. Puisque là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit naviguer au quotidien aussi au CEDAF parce que nous, notre objectif, c'est finalement de conseiller nos groupes au maximum, de conseiller nos groupes, que ce soit en condition des femmes, en alphabétisation, en éducation des adultes, certes sur du contenu de formation, mais aussi sur le contenant et les médiums de formation. Donc là-dessus, on essaie aussi finalement d'intégrer notre vision d'organisme communautaire et notre vision éthique des enjeux du livre. Et on sait très bien aussi que finalement, en testant pas mal d'outils du livre, on peut se retrouver face à des limitations. Mais là aussi, je vais quand même briser un petit mythe. Il y a des limitations même pour les logiciels propriétaires, mais il y en a qui sont tellement rendus dans l'usage courant que finalement, on accepte, entre guillemets, parfois ce genre de limitations. Donc, je sais qu'elles vont sauter aux yeux plus facilement lorsqu'on parle de logiciels libres. Donc, on reconnaît quand même certains enjeux. Donc, on va en citer 3 là, juste pour la formation d'aujourd'hui, mais on pensait que c'était quand même important de passer par ça avant de passer à la suite et vous montrer le merveilleux monde des outils libres. Là, je suis à 3/4 biaisée. Donc, le premier enjeu, la première réticence, c'est que souvent on entend que, mais oui, mais ça, il n'y a pas tant d'outils libres que ça, en fait, qui existent. Oui, en fait, il y en a vraiment beaucoup et dans beaucoup de domaines différents. On va vous laisser pour ce lien-là, je ne vais pas ouvrir le site Internet, on vous a juste mis une capture écran ici, mais toutes les URL dont on va parler aujourd'hui sont dans le document de présentation que vous allez récupérer grâce à l'aide d'Alain du REFAD. En tout cas, vous pourrez aller regarder le site de Framasoft notamment, qui référencie plus de 1600 logiciels libres, que ce soit pour la création de contenu de formation, que ce soit pour la collaboration en synchrone ou asynchrone, pour la bureautique, etc. Vous avez plus de 1600 logiciels libres, ne serait-ce que dans cette base-là. Donc, ensuite, on pourra présenter d'autres bases, mais en tout cas, oui, il y a vraiment beaucoup de logiciels libres. Ensuite, le mythe selon lequel, oui, d'accord, mais ça, c'est peut-être quelque chose pour les développeurs, pour les personnes très, très expertes en technologie, mais sinon, dans la vie de tous les jours, jamais on va entendre parler de logiciels libres. WordPress est un logiciel libre, WordPress.org notamment aussi. Mozilla Firefox, le navigateur, ce sont les logiciels libres. Après, je ne ferai pas toute la liste maintenant, mais juste pour ces 2 exemples-là, vous allez pouvoir voir en fait que finalement, on retrouve pas mal d'outils libres, de logiciels et plateformes libres dans la vie de tous les jours, mais qui ne sont peut-être pas souvent notés comme étant des logiciels libres.
Mais après, c'est vrai qu'il y a des logiciels plus ou moins connus. Et d'ailleurs, c'est pareil encore que pour le logiciel propriétaire. Il y a des logiciels qu'on connaît très, très bien parce qu'ils se sont construits une base de clientèle, parce qu'il y a beaucoup de développeurs et développeuses qui travaillent là-dessus, parce qu'ils ont pu avoir des ressources aussi, parce qu'on n'oublie pas que Libre n'est pas toujours gratuit, ou parfois aussi c'est du don. Mais en tout cas, il y a des plateformes qui sont très soutenues et finalement, qui se deviennent de plus en plus connues. Ensuite, prochain enjeu, c'est vraiment pas ergonomique cette affaire. Les logiciels libres, c'est pas ergonomique, on ne sait pas comment les utiliser. Parfois, il faut télécharger des choses, il faut télécharger des paquets, enfin bref, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il y a pas mal de travail qui se fait depuis les dernières années justement pour démocratiser l'utilisation des logiciels libres, pour les rendre de plus en plus pratiques. Au niveau ergonomie, on parle de l'interface des logiciels. Et là encore, ce n'est pas une particularité du logiciel libre. Il y a même des logiciels aussi, des logiciels propriétaires qui ne sont pas très, très intuitifs à utiliser. Donc, c'est vrai que ça, c'est un défi lorsqu'on cherche des logiciels. Il ne faut pas hésiter à tester vraiment l'infrastructure du logiciel pour voir comment on peut se familiariser ou est-ce que finalement, ça demande trop d'efforts par rapport aux ressources qu'on a allouées à ces tests-là. Donc, n'hésitez pas à tester ça. Et sinon aussi, je sais qu'un gros enjeu, c'est au niveau de l'hébergement. L'hébergement des logiciels libres, parce que par exemple, certains qu'on va vous présenter tout à l'heure ont effectivement une sorte de formule, on va dire une formule qui dit télécharger le paquet, donc télécharger le logiciel, ensuite il faut l'héberger sur votre serveur. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes de formation, d'établissements scolaires aussi qui, justement, téléchargent. Si je vous dis Moodle, très rapidement, sans rester là-dessus, c'est ce principe-là. Moodle, c'est une plateforme libre qui est téléchargée sur le serveur des établissements scolaires et ensuite modifiée et retravaillée pour répondre à vos besoins. Donc là, par exemple, c'est un exemple. Donc oui, si vous avez la possibilité d'héberger vos applications, tant mieux. Mais sinon, il y a les chatons. J'adore leur choix de nom. Mais les chatons, c'est de collectifs, donc comme c'est expliqué, des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc en gros, ce sont des nœuds maintenant, ils sont à 54. Donc il y en a 54 à travers le monde et cette communauté-là continue de se développer. C'est un collectif en fait d'hébergeurs qui finalement prennent à bras le corps l'enjeu d'héberger pour vous certaines applications et certains logiciels libres afin de vous enlever cette barrière-là du fait de peut-être pas avoir un serveur personnel pour les utiliser. Donc, il y a quand même de plus en plus de travail de fait là-dessus. François, tu voulais Lise, j'aurais une question. Est-ce qu'une université ou un collège, au niveau de sa fantastique infrastructure informatique, de ses serveurs puissants, de ses bandes passantes quasi illimitées, pourrait devenir un chaton? Ça, c'est une excellente question. Donc, un collège, une université pourrait-il devenir un chaton? Puisque, en fait, en soi, c'est pas tant le fait d'être un chaton aussi, c'est pas d'héberger pour soi les logiciels. Ça va être d'avoir un service qui permet d'héberger pour que d'autres personnes ou d'autres organismes puissent accéder. Très honnêtement, mon interrogation, c'est plus sur la structure d'établissement, la structure de l'organisme. Je sais qu'il y a des organismes communautaires qui deviennent des chatons. Après, pour un établissement d'enseignement secondaire, collégial ou universitaire, il faudrait, je pense, à ce moment-là, demander directement là, sur leur site. Oui. Enfin, je poserai la question aux participantes et participants. Si vous le savez, si vous avez l'information, est-ce que votre établissement offre la possibilité d'être un chaton? Est-ce que votre établissement, en un mot, favorise la diffusion du logiciel libre en mettant à profit ses ressources pour l'externe? Alors, c'est une question ouverte qu'on pourra répondre par après dans la formation ou par après plus tard, naturellement. Et justement, il y a une question dans le clavardage, si vous permettez. Oui, vas-y, Alain. Ça vient de Nicole Perrault. Dans les établissements d'enseignement, des suites logicielles sont souvent encouragées, voire prescriptives. De façon générale, qu'en est-il de la compatibilité entre les logiciels libres et les suites logicielles de type propriétaire, exemple Microsoft?
Oui, mais là-dessus, effectivement, il y a beaucoup d'établissements d'enseignement qui finalement utilisent des suites. D'ailleurs, les suites propriétaires, et c'est bien que vous citiez Microsoft, je sais qu'il y en a qui deviennent de plus en plus interconnectés justement pour permettre la formation à distance, notamment Microsoft avec ce qu'ils ont fait pour OneNote. Il y a OneNote, le logiciel, je vais peut-être écrire le nom ici, excuse-moi. OneNote. Ce logiciel-là que je viens d'envoyer dans le clavardage est relié finalement à toutes les applications Microsoft comme Word, Excel, PowerPoint, etc. pour qu'une classe puisse avoir son cahier, donc son OneNote, on va dire, et puis que les élèves puissent collaborer. Tout. Donc, déjà, ce sont des suites qui sont interconnectées entre leurs logiciels et qui essaient de se rendre de plus en plus exclusives, mettons. Donc, c'est vrai que c'est un défi, très honnêtement, mais après, aussi, la compatibilité, ça va dépendre du type de logiciel qui est utilisé. Par exemple, si votre établissement intègre Moodle, rien n'empêche à ce moment-là de relier Moodle avec, je ne sais pas, par exemple Zoom, qui est un logiciel propriétaire pour la collaboration via vidéoconférence, ou par exemple intègre aussi un module Microsoft ou intègre des documents éditables via le Drive, par exemple. Donc, il y a des compatibilités qui existent. Au niveau aussi, je vais peut-être rester, je pense, juste rapidement au niveau des types de documents. Je sais qu'il y a souvent cette question-là aussi, par exemple, si on pense à Microsoft, je vais parler de Word. Microsoft Word, de la suite Office, le traitement de texte. Il y a de plus en plus de travail de compatibilité avec LibreOffice notamment. Ça dépend des formats de documents. Le doc, le point doc, par exemple, peut être très, très compatible entre les deux. Ou sinon, le ODT, maintenant, devient de plus en plus lisible par Word aussi. Très honnêtement, il faut toujours agir prudemment là-dedans. Surtout, ne supprimez pas votre logiciel propriétaire sans avoir testé les stabilités avec les autres logiciels, de manière que ce soit pour passer d'un logiciel propriétaire à un logiciel libre ou même d'un propriétaire à l'autre. Hein. C'est sûr qu'il faut toujours tester avant. Mais quand même, il y a de plus en plus de compatibilité. Et parfois, vous savez, il y a aussi, et ça, je l'ai noté de pas mal d'établissements aussi, peut-être que pour traiter des documents, on va rester avec une suite propriétaire, en l'occurrence peut-être Office, mais que pour un autre usage, pour la vidéoconférence, par exemple, ils vont passer avec Jitsi. Donc, c'est aussi possible, on va en parler tout à l'heure, donc je ne détaille pas trop sur Jitsi maintenant, mais c'est aussi possible finalement exactement de combiner les approches et de se dire peut-être que là-dessus, on est d'accord d'utiliser un logiciel propriétaire, en l'occurrence pour Office, mais qu'à côté, pour d'autres utilisations, on va passer au logiciel libre. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Est-ce que vous vouliez d'autres clarifications? J'aimerais amener rapidement une information supplémentaire au niveau de la compatibilité. Au CEDAF, certaines personnes travaillent avec LibreOffice et d'autres personnes travaillent avec Word. Ce qu'on a constaté, c'est que les nouvelles versions de LibreOffice, en termes de bureautique, sont très compatibles avec les versions de Word pour les documents simples. C'est-à-dire, et simple, ça va quand même assez loin, là. On parle d'un document avec des tableaux, avec des puces, etc. Ce que je veux mentionner, c'est que plus le document est complexe en termes de bureautique, plus la compatibilité diminue. Mais dans 95% des cas, quand ma collègue Isabelle, qui utilise LibreOffice, m'envoie un document, je l'ouvre avec Word sans aucun problème et vice-versa. Donc, la compatibilité entre les logiciels propriétaires et libres s'améliore, surtout au niveau de la bureautique. Et si on pense à des fichiers comme Excel, qui sont à la base des fichiers CSV, Excel et Calc qui est la version Excel de LibreOffice, la compatibilité est quasiment 100%, peut-être pas au niveau des formules, par exemple. Si on va dans... Plus c'est complexe, moins c'est compatible, mais on parle de complexité énorme pour enlever la compatibilité. OK. C'est bon? Oui. Donc, on a une autre question de Nicole Perrault dans le clavardage. Je vais la lire et on va y répondre par la suite. Donc, merci pour votre réponse. Autre question. Est-ce que tous les logiciels libres sont nécessairement gratuits? Non. Là, je reviens effectivement à un des mythes du départ. Effectivement, libre ne veut pas forcément dire gratuit. Et c'est ça le défi. Libre, en fait, un logiciel libre, c'est vraiment par rapport à la licence. Je vais peut-être très rapidement revenir. Attention à tout le monde, je vais déplacer plusieurs diapositives d'un coup, mais je vais revenir ici. Un logiciel libre, c'est du free software. C'est un logiciel
sa licence vous permet de l'utiliser, de l'étudier, de le redistribuer. Si jamais vous avez modifié, par exemple, le code source de votre application et que là, vous voulez repartager cette version-là, vous pouvez le faire et donc vous pouvez modifier aussi. Ça, c'est vraiment plus la licence. Après, vous avez le logiciel gratuit. Et ici, là, j'ai changé encore de diapositive pour revenir là-dessus. Un logiciel gratuit peut être libre ou propriétaire. L'un n'empêche pas l'autre. Le logiciel payant ou gratuit, ça veut plus dire est-ce que je vais rendre gratuitement accessible mon logiciel. Mais en fait, ça n'a aucune incidence sur la licence en soi. Par exemple, Skype est un logiciel gratuit, un gratuitiel, mais il est propriétaire. Et il y a des logiciels aussi, des logiciels libres qui finalement sont payants. Est-ce que... Un exemple de logiciel. Ah oui, par exemple, là, on a parlé de WordPress.org pour la version complètement gratuite, mais WordPress.com, c'est finalement, vous avez, c'est un peu du partage ICL aussi, là, mais vous avez la version gratuite pour les blogs et les sites de base, mais si vous voulez par la suite avoir les options premium, il faut payer. Il faut payer. Alors que WordPress reste libre. OK, je comprends. Donc, il y a vraiment des logiciels libres qui sont payants, comme par exemple WordPress.com. .com, oui. OK, excellent. Merci. Exactement. C'est ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Le fait de, en gros, payer le travail qui a été fait pour développer, ça n'a vraiment rien à voir avec quel type de licence a été accordé au travail fait. C'est vraiment... N'hésitez pas à dire aussi si vous avez besoin de justement plus de détails sur ce qu'on dit. Là, j'essaie de passer rapidement sur cette première partie, mais on peut vraiment revenir sur des détails sans problème. Donc là, on a fini sur ces présentations. Une autre question, justement, avant de revenir sur le dernier mythe, est-ce qu'un site, une autre question dans le clavardage, est-ce qu'un site d'hébergement comme Chaton est sécuritaire? Alors, les chatons sont généralement sécuritaires parce que justement, c'est un... Et là, je vais préciser ce qu'on entend par sécuritaire parce que souvent, ce sont des notions qui peuvent être interconnectées aussi. Il y a la sécurité, donc tout ce qui est HTTPS, par exemple, avoir un bon certificat qui fait que le site ne peut pas être attaquable, et la confidentialité qui fait que vous êtes propriétaire, vous, votre établissement, finalement, est propriétaire de son information. Ce n'est pas comme, par exemple, un Google Drive dans lequel vous allez mettre vos informations, mais que tout va être lu par Google et assimilé, en fait, pour ses besoins. Donc, là-dessus, pour la confidentialité, la sécurité, les chatons sont généralement sécuritaires et confidentiels parce qu'ils sont triés sur le volet. Lorsque vous faites une demande pour devenir un chaton, en fait, il y a plusieurs tests. J'avoue que je m'étais lancée, on s'amuse comme on peut, donc je m'étais lancée à commencer à regarder les premières étapes aussi, finalement, pour faire une simulation d'inscription comme chaton. Oui, vous avez pas mal d'exigences à remplir pour montrer, prouver que vous respectez les exigences de sécurité et de confidentialité. La particularité, en fait, des chatons, c'est que vous en avez de plusieurs tailles. On va dire comme ça, vous avez des organismes beaucoup plus grands, avec des plus grandes bases de données qui vont peut-être proposer certains types d'hébergement, alors que d'autres, parfois aussi, c'est 2-3 personnes, ça va être un collectif, bien qu'ils aient été triés sur le volet aussi pour la rigueur de leur travail, mais ils ont des plus petits serveurs, par exemple. Donc là, c'est sûr que si vous voulez avoir un serveur exclusif pour votre site ou pour votre ensemble de logiciels téléchargés, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faudrait plus choisir un chaton qui a une plus grande capacité de stockage. C'est plus là qu'il y a une différence parmi les chatons. Donc, vous aurez toute la liste là, mais au niveau de la sécurité, en tout cas, ils sont vraiment triés sur le volet pour ça. Bien, je pense que ce serait un très beau projet pour un établissement collégial ou universitaire de devenir un chaton. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça peut s'étudier. Donc, si vous pouvez soumettre à vos administrations peut-être la possibilité que l'Université de Moncton, par exemple, offre un service et devienne un chaton pour certains logiciels. Ça, c'est dit. En tout cas, déjà, pour les utiliser vous-même, ce serait une très, très bonne idée. Voilà. Génial. Enfin, ah oui, puisque c'est ça, j'ai dit 3, mais en fait, il y a 4 mythes. Je suis quand même d'accord avec moi sur le PowerPoint. Donc, le 4e mythe, c'est aussi sur la barrière de la langue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels libres qui sont encore en anglais parce que, honnêtement, oui, dans le logiciel, dans les technologies, il y a beaucoup de travail qui se fait d'abord en anglais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'il y a de plus en plus d'outils libres en français. Oui. Notamment le site que je vous présente ici, Colibri,
encore un autre nom, là on passe des chatons, Colibri, ils sont très très créatifs dans le milieu des technologies. Mais en tout cas, le site de Colibri vous propose une liste d'outils libres qui sont tous en français. L'interface d'utilisation est aussi en français. Donc, il y a quand même de plus en plus de travail qui est fait là-dessus. Et parfois aussi des logiciels qui, à première vue, vont être disponibles sur des sites avec une interface en anglais, peuvent en fait être changés par la suite. Lorsque vous téléchargez votre application ou vous vous inscrivez, vous pouvez programmer votre interface pour qu'elle soit en français aussi. Donc ça, c'est quand même un changement qu'on suit régulièrement, là, au CEDAF. On est assez content de constater que non, il y a de plus en plus de travail qui se fait. Oui, vraiment, pour rendre les outils accessibles en français. Ensuite, pourquoi utiliser les logiciels libres? Je disais qu'il y a des aspects fonctionnels et des aspects éthiques là-dessus. La première chose que je dirais, c'est vraiment un aspect fonctionnel au niveau de la personnalisation. Il y a beaucoup d'établissements d'enseignement qui utilisent par exemple Claroline ou bien Moodle notamment, parce que justement, ce qui est intéressant avec ce genre de plateforme, du fait qu'elle soit libre, c'est que les établissements et les équipes techniques, du moins qui travaillent là-dessus, petit clin d'œil au guide sur l'importance des équipes techniques qui va sortir en mars 2020 pour le REFAD. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui utilisent ce genre de plateforme parce que justement, on peut modifier quel module on va intégrer, quel module on va enlever. Est-ce que des enseignants, des formatrices vont utiliser ces plateformes-là pour faire de la visioconférence, du travail en synchrone? Est-ce qu'au contraire, on a besoin d'un espace pour déposer des documents pour les étudiants et étudiantes, etc. En fonction des besoins des différents établissements, on peut vraiment personnaliser le fond de la plateforme ou du logiciel. Donc, vraiment, ces capacités de personnalisation sont très, très intéressantes et ça, c'est un atout, finalement, du logiciel libre. Un logiciel propriétaire, je ne sais pas, je vais penser, par exemple, à… Microsoft. Oui, c'est vrai, si on est sur Microsoft, là, si on est sur Word, vous pouvez changer sans problème quelques petites fonctionnalités, changer la couleur du bandeau du haut de votre document Word. Vous pouvez changer je sais pas, la langue d'affichage éventuellement. Ben, vous n'avez pas accès au code source. Non. Donc, si Word vous dit voici les fonctionnalités que vous avez, ce sont les seules fonctionnalités que vous avez et vous êtes obligé finalement de télécharger et d'installer l'ensemble des fonctionnalités qui sont imposées finalement par le créateur de logiciels propriétaires. Donc, vraiment, cette capacité de personnalisation est très, très intéressante et très appréciée, en tout cas, des retours qu'on a d'établissements. Par la suite, je fais un petit lien régulièrement avec les établissements qu'on a, en gros, qu'on a déjà, pour lesquels on a déjà eu des retours là-dessus, mais par la suite, on va quand même laisser un peu de temps pour les échanges. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous notez dans les différents exemples qu'on va présenter, des choses qui allument aussi et qui font un lien avec vos propres pratiques, n'hésitez pas tout à l'heure à partager là-dessus. Nicole Perrault, juste dans la fenêtre des participations, je vois que vous avez une pastille verte. Est-ce que vous vouliez prendre la parole ou bien c'est juste pour dire OK au contenu? Vous pouvez aussi utiliser le clavardage à tout moment. Hein? Ah, OK, d'accord. Je vous dire OK. Je vous remercie. Donc, tout est clair. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de la personnalisation, il y a des enjeux finalement aussi beaucoup plus éthiques, voire, je dirais, politiques. Et nous, c'est vrai qu'on est vraiment fait de ça et que c'est quand même de nos chevaux de bataille au CEDAF. Il y a toute l'idée de dégoogliser les espaces de collaboration. L'idée, très rapidement, c'est en gros, sortir de ce qu'on appelle les GAFAM, pour aller finalement vers des applications qui nous laissent, nous et nos… Nicole Perrault, je reviens à votre question dans une seconde que je vois dans le clavardage, nous laissent, à nous et à vos établissements, finalement, la liberté de conserver la confidentialité de nos données, ce travail de personnalisation aussi qui est fait. Et des GAFAM, en fait, c'est vraiment… Bon, je sais que l'acronyme est fait de très, très peu de noms, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais c'est juste les grands noms qu'on voit derrière toute une entreprise du logiciel propriétaire. Donc là-dessus, c'est un peu un pied de nez fait à ces types d'entreprises finalement qui font un marché sur la collecte et la revente finalement de partage de données. Juste une petite anecdote que finalement la vente de données personnelles, c'est un marché à des milliards de dollars actuellement. Je vais lire la question de Nicole Perrault qui est dans le clavardage avant d'aller plus loin. Autre question. Un avantage important du libre est la possibilité de pouvoir adapter le code source. Est-ce que tout le monde possède les compétences pour le faire?
Alors, cette question-là est très intéressante. Effectivement, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir une capacité ou une possibilité pour pouvoir le faire. Dans les établissements, là, je veux juste parler des établissements qui nous en ont parlé. Dans les établissements qui ont appliqué ce genre de pratique, donc qui ont par exemple téléchargé Moodle, Claroline, pour ne citer que ces deux-là, je sais qu'il y a eu une collaboration très, très forte avec des équipes techniques spécialisées. Ça s'est plus géré au niveau de l'administration qu'au niveau des enseignants ou enseignantes. Ceci étant dit aussi, vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez téléchargé un logiciel libre, de modifier son code source. L'avantage, c'est que quand même, bon, il y a à prendre et à laisser, c'est sûr, il y a des logiciels qui sont tout de suite étiquetés comme logiciels pour développeurs. Donc, vous êtes sûr que là, il va y avoir du travail à faire. Et il y en a qui sont déjà aussi téléchargeables dans une version directement exploitable, directement utilisable aussi par exemple, vous en tant qu'enseignante formatrice. Donc, là-dessus, effectivement, pour modifier le code source d'une application, il y en a qui donnent des tutoriels aussi très, très détaillés là, mais pour vraiment faire une implémentation efficace, les établissements, en tout cas, nous ont expliqué que eux, c'est plus au niveau de l'administration en partenariat avec une équipe technique spécialisée qui fait ce genre d'implémentation. Parce que là, on ne peut pas se lancer, c'est pas la même chose que juste installer une application et faire des tests de modification pour une personne ou deux. Là, c'est vraiment l'installation, l'infrastructure technologique d'un établissement at large, dans son ensemble. Donc, on sait qu'il y a du partenariat là-dessus. Rapidement, juste pour répondre, non, effectivement, il faut savoir coder. Si on veut savoir modifier un logiciel, il faut savoir coder en PHP, en Java, etc., etc. Mais juste vous donner un exemple rapide. Koha est un logiciel de bibliothèque libre. Les collèges du Québec ont adopté en grande partie Koha. L'alternative avant, c'était Portfolio. Portfolio est un logiciel propriétaire. Bien, quand vous aviez Portfolio, là, vous étiez pris complètement. Vous vouliez un champ supplémentaire, vous vouliez une fonctionnalité supplémentaire, paye. Maintenant, avec Koha, on va payer pour le codage, mais on peut le faire. C'est ça la beauté du logiciel libre, mais ça ne veut pas dire que tous les formateurs, toutes les formatrices vont se mettre à changer les logiciels qu'ils ont sous la main. Ceci dit, si vous avez quelques connaissances en codage ou en développement, rien ne vous empêche de travailler à l'intérieur d'un logiciel libre. Oui, ça c'est vrai. Effectivement. Exactement. Donc, ensuite, je vais pas ouvrir le site maintenant, mais je vais vous inviter à consulter si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur cette campagne aussi de dégooglisation d'Internet qui a été lancée par Framasoft. À consulter ce site d'ailleurs qui est très, très détaillé avec plusieurs rubriques qu'ils ont fait là-dessus, justement dans un langage très, très vulgarisé pour expliquer un petit peu les enjeux derrière finalement le marché des données personnelles et pourquoi finalement il y a cette espèce de retour de flamme maintenant et de résistance du logiciel libre. Donc là, vous avez une ressource intéressante dans le document de présentation également. Ensuite, là, j'aime bien cette petite phrase choc, c'est que finalement, on entend souvent lorsque du monde demande mais pourquoi utiliser des logiciels libres et pourquoi soutenir le logiciel libre. C'est un petit peu un équivalent de pourquoi soutenir le communautaire, en fait. C'est pas l'idée, et c'est intéressant de le dire comme ça à première vue, mais quand on va dans le fond, finalement, de l'enjeu, on se rend compte que c'est pas si éloigné que ça comme réflexion. Dans la mesure où, finalement, là, ce ne sont effectivement pas des entreprises qui travaillent derrière ces logiciels, mais il y a des communautés de développeurs. L'humain est vraiment au centre, en fait, de la communauté du logiciel libre. Et si vous, en tant qu'utilisatrice ou utilisateur, ou par exemple, vos établissements ont implémenté un logiciel et se rendent compte qu'il y a quand même des adaptations à faire, vous écrivez à la communauté de développeurs et il y a un contact direct pour mettre en place vos modifications pour voir comment les adapter, etc. Il y a vraiment beaucoup de forums, de communautés d'utilisateurs. Enfin bref, là, vous allez lire le reste de la diapositive, mais vraiment, il y a une communauté derrière ça et ça remet l'humain vraiment en avant aussi. Donc, il y a cet enjeu éthique-là. Bon, maintenant qu'on a fait tout ce petit topo, j'espère qu'il vous a convaincu globalement, mais maintenant, on va passer un petit peu à la présentation d'outils. Oui, alors dans cette section-ci de la formation de l'atelier, on va vraiment parler des logiciels plateformes libres pour collaborer et former à distance. Donc, il va y avoir des partages d'écran. Ça va être des outils précis qu'on va essayer de vous présenter. Là, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous mentionner. Jusqu'à date, je n'ai pas la science infuse. Ni lise d'ailleurs. Si vous avez des outils que vous utilisez libres,
Si vous avez des plateformes que vous utilisez qui sont libres, nous aimerions que vous les présentiez durant l'atelier par clavardage ou en prenant la parole. Parce que c'est important de partager nos connaissances parce que le monde du libre est quand même un monde très large. Et le premier outil que je vais vous montrer, c'est Framalibre. Framalibre, est-ce que vous connaissiez Framalibre? Je ne parle pas de Framasoft, je parle de Framalibre. Donc, par le clavardage, est-ce que vous connaissez Framalibre? Non, donc Julie nous dit que non. Non, certaines personnes, oui, Nicole le connaissait. Non, excellent. Bon, je suis très heureux, en fait, que vous ne le connaissiez pas parce que ça va me permettre de vous le présenter. C'est un outil absolument intéressant qui vous permet de rechercher des logiciels libres. Ce n'est pas complet, ça ne touche pas l'ensemble des logiciels libres, mais ça en regroupe beaucoup. Et par exemple, si je tape dans Framalibre Éducation, immédiatement, vous voyez des propositions de logiciels libres que vous pouvez utiliser au niveau de l'éducation et de l'enseignement. Alors, par exemple, vous avez LibreOffice des écoles, le coin du prof, Veillon. Alors, prenons par exemple Veillon. Vous avez une description du logiciel libre et vous avez, ça, je trouve ça tellement merveilleux, l'alternative pour les logiciels propriétaires. C'est-à-dire qu'il vous indique quel logiciel propriétaire peut être remplacé par Veillon. C'est merveilleux. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de dire « Ah, ben mon Dieu, moi j'utilisais eTalk, mais pourquoi je n'irais pas tester Veillon? » Vous avez une description. Vous avez également le lien officiel vers l'outil et vous pouvez à ce moment donné-là l'utiliser. Vous pouvez également rechercher avec d'autres mots-clés. Il n'y a pas seulement éducation, il y a également, mon Dieu, on va y aller avec formation. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais et voilà, d'autres logiciels libres avec la description, avec les liens, avec l'appréciation. Comme si, par exemple, vous voyez maçon informatique. Ça, je me méfie toujours des évaluations, par exemple. Ça, je me méfie toujours des évaluations. Et puis, je vais vous poser la question, pourquoi se méfier des évaluations, que ce soit partout? Que ce soit sur Amazon, Canadian Tire, Framalibre, pourquoi les évaluations peuvent être biaisées? Si je pose la question. Donc, par clavardage, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les évaluations sont quelque chose qu'il faut prendre avec un grain de sel? Je vais attendre 2-3 secondes. Et sinon, provenant du fournisseur, effectivement, des fois, il y a des fournisseurs qui trichent et mettent eux-mêmes leur évaluation. On ignore qui a répondu. Quelquefois, c'est vrai. Quoique il y a des systèmes, voilà. Il faut tenir compte du nombre de votes, entre autres. C'est-à-dire que moi, quand je vois évaluation 0, mais que je n'ai pas le nombre de votes, je me méfie un peu. Quand j'ai le nombre de votes d'une évaluation et que je vais avoir 400 personnes qui ont dit que c'est un très bon logiciel, là, je vais me dire, OK, là, il y a, mais c'est 1 ou 2 personnes. Pour moi, cette évaluation-là ne représente pas beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Framalibre, c'est l'annuaire du libre. Donc, c'est un endroit où vous pouvez rechercher facilement des logiciels libres, des plateformes, même des livres libres. Vous avez s'informer, s'équiper, se cultiver, s'entourer, etc., etc. Donc, moi, ce qui est vraiment important que vous reteniez, c'est que Framalibre, c'est l'annuaire du libre. C'est un endroit où retrouver des logiciels libres et des plateformes. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que ça va pour Framalibre? Vous voyez à quoi ça sert. Ce n'est pas un logiciel libre en lui-même. C'est une plateforme, c'est un annuaire pour retrouver des logiciels libres. Excellent. On continue. Merci. Oui. Alors, on continue maintenant avec un autre outil. Bon. Écoutez, ça, c'est fantastique. Correspondance entre les logiciels libres et les logiciels propriétaires. C'est-à-dire que vous avez une page complète sur Wikipédia qui vous indique tous les logiciels propriétaires et tous les logiciels libres qui peuvent remplacer ces logiciels propriétaires-là. Par exemple, si on va dans ça s'en vient. On va dans visioconférence, par exemple. Mais il y en avait un autre qui était plus intéressant que je voulais vous montrer. Ah! Espace numérique de travail et gestion de vie scolaire.
Donc, vous avez par exemple Pronote, Sconet, qui sont des logiciels propriétaires, mais vous avez aussi Gephi, Claroline, Moodle, qui sont des logiciels libres que vous pouvez utiliser, que surtout vos institutions peuvent utiliser sans problème. Mais ce qui est très intéressant avec ce tableau-là, c'est que d'un seul coup d'œil, vous pouvez voir tous les logiciels propriétaires et tous les remplaçants en termes de logiciels libres que vous pouvez utiliser. Donc, encore une fois, dans le document, vous avez le lien vers ce document-là et c'est vraiment un tableau comparatif qui est intéressant. Maintenant, si je vous posais la question, quelle est la plateforme actuellement la plus répandue dans le monde scolaire au niveau de la gestion, des cours en général? Qu'est-ce que votre institution, voilà. Qu'est-ce que votre institution utilise? Effectivement, Moodle. Moodle est quand même un outil assez répandu. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est un outil qui est quand même assez répandu, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y en a d'autres, dont entre autres Claroline, et il y a Gephi aussi, Gephi que je connais moins, qui est plus européen, mais il y a d'autres interfaces. Mais avec ce tableau-là, d'un seul coup d'œil, vous allez tous les retrouver et vous les avez par catégorie. Donc, si je prends par exemple lecteur vidéo, je vais avoir les lecteurs vidéo propriétaires et je vais avoir à côté les lecteurs vidéo qui sont libres de droit, qui sont libres que vous pouvez utiliser sans problème. Attention, ici on a, Nicole Perrault mentionne, vous connaissez peut-être le site de l'ADTE, un répertoire de ressources libres pour l'enseignement supérieur. L'ADTE, personnellement, je ne connaissais pas, mais voilà le genre d'intervention qui est absolument génial, qui est absolument très, très bonne à faire. Donc, pour les gens qui sont connectés avec nous actuellement, vous avez accès à l'ADTE, qui est une ressource libre pour l'enseignement supérieur. J'ai une petite question rapide, Nicole, avant que je passe à l'autre diapositive. Est-ce que ce n'est que pour les universités ou les collèges et commissions scolaires pourraient y trouver également leur intérêt dans ADTE? Je pense que je connais la réponse, mais je vous pose quand même la question. Est-ce qu'ADTE n'est qu'un répertoire que pour les universités? Collège, université, probablement les autres d'enseignement. Parfait. Donc, c'est quand même un site très intéressant. Un autre espace qu'on veut vous montrer. Attendez. Oui. Donc, c'est des outils pour se former sur Internet. Alors, c'est des outils qui sont sur Internet libres qui vous permettent de faire la formation. Je ne m'étendrai pas trop longtemps sur Moodle, non plus sur Claroline Connect. Ce qui est important de savoir, c'est que l'interface, comment je pourrais dire? Quelquefois, dans les institutions d'enseignement, les gens vont dire « Je déteste Moodle parce que je le trouve difficile à utiliser ». Sachez que votre Moodle est paramétré selon vos besoins. Donc, en un mot, ce n'est pas nécessairement le logiciel libre lui-même qui peut poser des problèmes d'utilisation, mais ça va être le paramétrage qui en est fait en arrière. Donc, ça peut changer d'un établissement à l'autre. Tous les établissements n'ont pas le même outil exactement. Et pour mieux faire votre choix, pour mieux connaître ce qu'il y a comme plateforme de logiciels libres, vous avez également la liste des plateformes pédagogiques sous licence libre. Alors là, écoutez, vous les avez toutes à peu près, toutes, peut-être pas toutes complètement, mais vous avez la technologie qui est utilisée, vous avez le nom de la plateforme, vous avez toutes les informations possibles et imaginables sur les plateformes d'utilisation d'enseignement, des plateformes pédagogiques en licence libre. Encore une fois, vous avez cette information-là dans votre document et vous avez également les types de licences. Est-ce qu'il y a un wiki? Est-ce qu'il y a un blog? Bon, là, la question fondamentale à se poser avec les plateformes pédagogiques de formation à distance, c'est est-ce qu'elles ont la possibilité d'intégrer la visioconférence directement dans la plateforme? À ma connaissance, les dernières versions de Moodle, oui. C'est-à-dire que les dernières versions des logiciels libres au niveau des plateformes pédagogiques permettent d'intégrer des outils comme par exemple Zoom. Donc, ça peut être intéressant de le mentionner ou de voir si c'est possible de le faire intégrer à l'intérieur des plateformes que vous utilisez. Donc, ça, c'est vraiment des outils de référence pour voir qu'est-ce que vous pouvez avoir accès
Et vous en avez un autre que je trouve très intéressant, qui est Facile. Facile, c'est des ressources éducatives libres. Donc, c'est un autre répertoire de ressources éducatives libres. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est que vous avez, par exemple, la TELUC. Donc, ULibre est répertorié dans Facile, et ainsi que d'autres outils que vous pouvez aller consulter qui sont des outils libres. Alors, vous avez la TELUC, et j'ai vu qu'il y avait également d'autres répertoires canadiens, mais je vous encourage à, voilà, entre autres, logiciel libre pour l'enseignement supérieur, ce dont nous parlait Nicole, l'ADTE.ca, qui est répertorié à l'intérieur de cet outil-là. Donc, si vous n'êtes pas répertorié dans Facile, je vous conseille fortement d'essayer de faire en sorte que vos outils, vos ressources éducatives libres soient répertoriées dans cette option-là. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Est-ce que ça va? Donc, ce sont des outils pour découvrir les plateformes et les logiciels libres, pour découvrir les possibilités. Et Facile, ressources éducatives libres est intéressant, ADTE en est un autre, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comment on retrouve un logiciel libre? On le retrouve par Framalibre, on le retrouve par les listes que je viens de vous indiquer, et on le retrouve par des répertoires, comme par exemple ADTE, et d'autres répertoires, le répertoire Facile. Est-ce que ça va pour ça? Par clavardage? Ça a l'air d'aller, parfait. N'oubliez pas que... Excellent, excellent, parfait. Donc, ça va pour ça. Maintenant, collaborer par écrit et en visioconférence. Donc, pour former à distance, quel outil on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour collaborer par écrit et en visioconférence avec des outils qui sont libres? Donc, il y en a quelques-uns, par exemple, comme Pad de RiseUp, FRPad et Pad de Colibri, mais je cède la parole à Lise parce que Lise est beaucoup plus habituée à utiliser ces outils-là et je vous reviens dans quelques minutes. D'accord. Suspense. Donc, en gros, j'ai parlé un petit peu plus tôt de Colibri, la suite d'outils. Pour illustrer ce que je vais présenter avec les pads, je vais justement faire une simulation et vous mettre à contribution en créant un pad en direct pendant la formation. Juste l'idée derrière le concept, qu'est-ce qu'un pad? C'est tout simplement une traduction là, de carnet. L'idée d'un carnet, donc ça va être une sorte de bloc-notes dans lequel, en simultané, vous et vos apprenants et apprenantes pouvez partager de l'information. C'est l'équivalent, en fait, de, par exemple, modifier en simultané un document que vous avez sauvegardé dans un Google Drive, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre cette fonctionnalité-là et de la sortir. En fait, il y a beaucoup, finalement, de plateformes libres qui permettent cette fonctionnalité-là d'édition de documents en simultané. La petite différence que je ferais entre le carnet qui est proposé par RiseUp et Colibri et Etherpad, c'est que le carnet de RiseUp, encore celui de Colibri, correspondent à des documents uniques au départ. C'est-à-dire que vous allez, avec une URL, créer un pad qui va être réutilisé en soi. Vous avez en gros un seul document à gérer. Colibri intègre aussi effectivement une fonctionnalité pour vous créer un compte et à ce moment-là, gérer vos différents pads. Mais ce n'est pas la même fonctionnalité que Etherpad. Je sais qu'il y a quelques établissements, bon, quand j'en avais parlé un petit peu il y a 2 ans déjà, donc je fais appel à la mémoire collective, mais il y a 2 ans déjà en présentant le guide du REFAD sur la personnalisation des apprentissages à distance, il y avait quelques établissements qui disaient oui, c'est vrai que Etherpad, c'est intéressant davantage que les autres, peut-être pour du long terme. Etherpad, en fait, ce qui va être différent, c'est que là, vous pouvez créer comme un dossier de documents, un dossier de pad et donc les classer à ce moment-là pour l'archivage, c'est intéressant également. Donc, il y a la petite nuance à avoir entre ces deux types de fonctionnalités. Comme je vous disais, on va créer un pad ensemble, suspense. Donc là, je vais partager le site de Colibri et vous amener avec moi, en fait, pour cet exercice-là, histoire de vous rendre compte, en fait, à quel point c'est particulièrement facile à utiliser. Bon, déjà, je ne vais pas vous lire l'intégralité de la page, mais vous avez quand même une explication, finalement, de c'est quoi la fonction d'un pad, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelle est l'idée derrière le pad. Et on va maintenant cliquer sur « Créer son pad ». Si on crée un pad, vous êtes amené à la page que vous voyez actuellement qui vous demande de choisir un nom pour votre pad. Donc, ici, ça va être, je mets un nom très, très compliqué, donc test REFAD. À partir du moment où j'appuie sur OK,
là, le pad est créé. Donc là, ce sera une espèce de page en ligne qui se charge à l'instant, une page en ligne qui est éditable par toutes les personnes qui ont donc l'URL, donc l'adresse Internet de ce pad-là. Je vais, pour les besoins de l'exercice, justement, vous partager ce lien dans le clavardage de Zoom actuellement. Donc là, je le copie. Et si vous jetez un œil au clavardage, vous devriez avoir maintenant le lien du pad. Vous pouvez cliquer dessus, histoire d'aller naviguer sur ce document. Bon, bien sûr, ce qui est dessus, là, je vois que 4 personnes se connectent, 5 personnes, 6, etc. C'est génial. Merci tout le monde de nous rejoindre aussi rapidement. Oui, en gros, comment je vois ça? C'est pas juste que je devine. Merci, David Laplante. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à présent. Le REFA, de toute manière, fait un travail génial aussi pour vous renvoyer le lien de la vidéo. Donc, vous pourrez consulter la suite et n'hésitez pas, ce n'est pas aujourd'hui ou jamais, vous pourrez nous reposer des questions si besoin. Mais merci en tout cas pour vos encouragements. Donc là, tout le monde, oui, effectivement, vous pouvez écrire en simultané sur le pad. Si maintenant je vous demande d'écrire même un mot là pour tester, vous allez vous rendre compte exactement que ça apparaît partout. Oui, merci tout le monde. Et on peut effacer le texte également. Là, pour l'instant, si vous regardez sur la gauche, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices inconnus. On peut modifier, oui, je vois qu'il y a du monde qui est inspiré, c'est génial. On peut modifier les noms. Ça, les classes qui utilisent pour l'instant ce type d'outils, justement, peuvent avoir un suivi de quel étudiant, quelle étudiante a écrit quoi. Ceci se fait en fait en modifiant une petite fonctionnalité. En haut à droite, vous allez voir un petit symbole avec des bonhommes et le nombre de personnes qui sont connectées en simultané. Donc là-dessus, généralement, je l'aurais fait avant de commencer l'exercice, effectivement. Vous cliquez sur ce petit encart-là. Le premier point qui apparaît, ça va être votre pastille de couleur à vous. Oui, et là, effectivement, vous mettez votre nom comme ça, génial. Si vous observez le partage d'écran à l'instant, vous voyez sur la gauche que les noms changent. Ah, voilà. Donc, je sais qui a écrit quoi à quelle ligne. Voilà. Et c'est assez intuitif comme outil, c'est assez rapide. Et vous vous rendez compte maintenant que si on fait un cours de manière synchrone et qu'on a besoin de fonctionnalités comme ceci, peut-être réviser un texte, ça je l'ai vu déjà aussi, réviser rapidement un texte ensemble, plutôt que de passer par la suite de Google, ben là vous pouvez copier-coller votre texte ici et tout le monde peut rajouter ses modifications. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite vous pouvez extraire finalement le contenu ou le télécharger le contenu de ce pad-là au format que vous voulez. Par exemple, en haut à droite, si on reste en haut à droite, je vais le faire maintenant avec vous pour vous montrer, vous cliquez sur les 2 petites flèches et là, vous pouvez choisir un format je vais déplacer la vidéo, vous pouvez choisir en fait un format pour exporter le pad actuel. Donc, vous avez le PDF, vous avez ODF, par exemple, le ODF aussi qui est le format ouvert qui, je repense à la question de compatibilité tantôt, vous permet une meilleure compatibilité si vous utilisez par exemple LibreOffice, donc qui est libre, et Microsoft Office, la suite Office. Ce format ODF vous permet une meilleure compatibilité. Sinon, vous pouvez directement télécharger en format Word également. Parce que maintenant, ODF est lu par Word. Oui, carrément. Donc maintenant, ODF est lu par Word. Oui. Exactement. Là-dessus, d'ailleurs, pour les compatibilités, je fais une petite note. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui se fait et qui doit se faire naturellement de compatibilité entre une plateforme libre et une plateforme propriétaire, mais vous allez peut-être ou vous avez peut-être déjà noté qu'il y a aussi des enjeux de compatibilité parfois entre les versions même de Word, par exemple, d'un logiciel propriétaire en soi. Donc, quand je disais au début aussi que certains enjeux ne sont pas seulement l'apanage des logiciels libres, ça, c'en est un. Mais en tout cas, vous voyez qu'un pad peut vous permettre d'avoir quand même une bonne compatibilité. Merci beaucoup, Olivier, pour votre participation aujourd'hui. Et puis, à la prochaine, n'hésitez pas à consulter la vidéo et puis faites-nous signe si jamais il y a des questions par la suite. Merci. Olivier, peut-être juste à la fin de la présentation, on va présenter un outil pour libre de prise de contrôle d'ordinateur. Donc, vous pouvez regarder la fin de la vidéo. C'est vraiment un outil qui est peu connu, mais très intéressant. Juste pour mentionner cet élément-là. Voilà. Merci.
Merci. Juste comme ça, à titre purement informatif, pour vous encourager à regarder la vidéo. La fête, ça. Merci. C'est ça. Donc là, on a présenté, merci, je vois beaucoup de monde qui écrit là-dessus. Donc là, on a présenté le principe du pad. Je vais passer très, très rapidement là-dessus, histoire de nous garder un maximum de temps de discussion à la fin. Mais vous vous êtes rendu compte quand même à quel point c'est un outil pratique. Je vais vous inviter à retourner au partage d'écran de Zoom. Là, on reprend le document de présentation pour présenter un autre type de collaboration. Maintenant, c'est l'autre versant, on va dire, là, mais qui fait un petit lien quand même. Donc, la communication par écrit. Mattermost, c'est une plateforme, je ne sais pas, oui, effectivement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des plateformes un peu comme Slack, par exemple, qui permettent de faire un canal de conversation. Ah oui, merci François. François va écrire dans le clavardage le nom de l'application à laquelle je fais référence, CK. CK, exactement, merci. Slack, c'est la version propriétaire de Mattermost. Mattermost qui permet en gros de créer plusieurs canaux de conversation, que ce soit directement, donc d'une personne à l'autre, ou des groupes de conversation. Et les groupes qui utilisent ça, ou les établissements, en tout cas, qui m'en ont parlé pour l'instant, ce sont des établissements où, justement, c'est pratique d'avoir des canaux de conversation pour partager à tous les étudiants, toutes les étudiantes des documents, peut-être avoir des canaux d'échange en groupe, mais aussi, finalement, de faire un canal direct avec un étudiant ou une étudiante qui aurait peut-être moins bien compris une notion, afin de l'accompagner d'une à une, là, par exemple. Donc, c'est des outils assez pratiques, Mattermost. Ensuite, Nextcloud. Ce qui est intéressant avec Nextcloud, c'est que c'est une base de données, en gros. Bon, on va dire ça très, très globalement. Ça vous permet de gérer vos documents, d'héberger et de gérer vos documents en ligne, comme le ferait un Google Drive, par exemple, ou comme ferait Dropbox. L'avantage de Nextcloud par rapport à... juste avant de finir ce Nextcloud, j'ai oublié Mattermost. Il faut généralement télécharger Mattermost sur le serveur de votre établissement pour pouvoir l'utiliser. Framasoft propose une version libre, donc qui s'appelle Framateam. Je vais vous montrer juste rapidement, et là c'est un petit twist en fait, il faudra que je le mette dans le... Oula, où est-ce que c'est en dessous. Framateam, il reste. Là, je vais regarder, effectivement, il n'est pas ici. Donc, je vais le mettre là, juste pour vous montrer un peu, si vous voulez faire un petit test, une version de Mattermost qui est hébergée en ligne, comme ça vous évite un peu de gérer toute l'infrastructure pour des tests. Vous avez Framateam, donc toujours créé par Framasoft, qu'on a vu tantôt, pour vous permettre d'avoir les mêmes fonctionnalités. Que Mattermost. Mais directement, que Mattermost, mais directement en ligne. Ça, c'est assez pratique. Ensuite, voilà, maintenant ça, j'avais oublié de le dire sur Mattermost. Nextcloud, donc, c'est un gestionnaire donc, de fichiers, de documents. Vous installez, vous téléchargez tout ce que vous voulez, que ce soit de l'Excel, du document PowerPoint, du Word, des fichiers texte, des vidéos, etc. Et en gros, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a plusieurs fonctionnalités là-dessus. Ça peut fonctionner à la fois comme Google Drive, mais aussi comme Dropbox. C'est-à-dire que vous avez même une petite application qui peut s'installer sur votre ordinateur et vous permettre d'accéder donc en local, donc à même votre ordinateur, à tous vos fichiers qui sont synchronisés avec vos collègues, avec les étudiants et les apprenants. Autre fonctionnalité qui va être très, très intéressante aussi, je vais la présenter, c'est que maintenant, c'est assez récent, mais en tout cas, maintenant, Nextcloud permet aussi d'éditer en simultané des documents. Et ça, c'est génial. Les documents s'ouvrent à même l'éditeur de texte ou de diapositives et tout de Nextcloud pour vous permettre de travailler en simultané. On a fait des tests là aussi avec une collègue et puis ça fonctionne très, très bien. On va aller là-dessus pour juste vous montrer à quoi ça ressemble plus concrètement. Dès que, voilà. Donc là, déjà, c'est le site de Nextcloud. Si jamais vous voulez faire un test avant de l'installer sur, par exemple, le serveur ou de demander de l'installer sur le serveur de votre établissement, vous pouvez cliquer sur Get Nextcloud ici, donc obtenir Nextcloud et Sign Up Now. Il y a une liste, encore comme pour les chatons, il y a une liste de très peu d'hébergeurs, mais qui sont triés sur le volet pour vraiment conserver la confidentialité de vos données. Oui, tu vois, c'est cela. Puis indique la langue aussi, Ostico.
Oui, ils indiquent où est-ce qu'ils sont sauvegardés. C'est vraiment l'idée, c'est la transparence de l'information. C'est ça l'enjeu du livre, un des enjeux principaux. C'est la transparence des informations. Vous pouvez choisir un de ces hébergeurs. Ils proposent tous une base gratuite. Donc, par exemple, ils ont choisi, oui, Hostizo. On a 3 gigas de sauvegarde gratuite. Après, vous pouvez payer pour de l'hébergement, par exemple. J'ai fait un test déjà, donc je me suis créé un compte sur Hostizo juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Ici, j'ai accès à mes documents. Si je sauvegarde des documents, ils sont dans mes dossiers. Je peux partager des dossiers avec mes collègues. Vous pouvez partager des dossiers avec vos étudiants, par exemple. Mais ce qui est intéressant aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est l'édition en simultané de documents. Ici, bon, j'ai fait un test quand même. J'ai mis un document qui peut être à moitié utile. Les ressources à trier. Donc, ici, on a ce document qu'on veut éditer. Si je clique dessus, là, le contenu, après, là, ma connexion Internet est un petit peu lente, donc ça va prendre son temps. Mais en tout cas, le contenu apparaît ici. Le document s'ouvre à même mon dossier Nextcloud et on peut le modifier. Et quiconque a le partage de documents, finalement, a le lien de partage, peut le modifier également. C'est comme Google Drive. Oui, c'est comme Google Drive, mais en libre. Mais en libre. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez rajouter des documents et puis en éditer aussi en simultané. Avec finalement une interface, on se rend compte que c'est un petit peu l'interface de Word aussi. Donc, vous n'êtes pas trop dépaysé, mettons. Ah. Je ne vais pas trop m'étendre sur ces outils-là. N'hésitez pas à y revenir pendant la période de questions par la suite. Mais on trouve que ça, comme c'est vraiment un bon atout, là, surtout qu'on continue de suivre leur évolution. Nextcloud fait des choses vraiment très rapidement. Au CEDAF, on utilise Mattermost. On ne pourrait plus vivre sans. D'accord? C'est tout simple. C'est excessivement pratique pour la communication entre collègues ou entre étudiants, étudiantes. C'est rapide, c'est simple, c'est... En tout cas, personnellement, moi, j'aurais de la difficulté à fonctionner sans maintenant Mattermost. Maintenant, on va parler un peu des outils de visioconférence, c'est-à-dire des outils comme Zoom qu'on utilise actuellement, qui permettent de faire de la visioconférence. Et la référence en termes de visioconférence libre de droit, c'est Jitsi Meet. Donc, Jitsi Meet est véritablement la référence en termes de visioconférence dans le libre. Donc, si vous voulez avoir un espace de visioconférence gratuit, libre, vous pouvez utiliser à ce moment donné-là Jitsi Meet. Donc, ça, c'est un des outils qui est véritablement la référence en visioconférence. On n'ira pas dans le détail avec cet outil-là. Ça fait la même chose que Zoom et ça fait la même chose que d'autres outils comme Adobe Connect. Et là, vous allez me poser la question. Oui, mais François, à la limite de participants, c'est une très bonne question. Jusqu'à date, j'en ai pas pour l'instant, c'est peut-être une quarantaine, par contre. Une quarantaine, on pourrait dire une quarantaine de participants, oui. Avec vidéo. Mais c'est beaucoup plus que Skype. Et c'est pas, ça n'a pas besoin d'un compte, ça n'a pas besoin que la personne soit abonnée nécessairement à Jitsi Meet. Ça crée un lien, c'est un peu comme Zoom. Mais là, vous allez me poser une question. Pourquoi n'utilisons pas Jitsi Meet plutôt que Zoom? Parce que Zoom est un logiciel propriétaire. Jitsi Meet est un logiciel libre. Parce que nous ne sommes pas des prêtres du libre. Et je vous explique. Il y a quelque temps, Jitsi Meet, il y a quelques années, avant 2-3 ans, moi, je l'avais testé personnellement, puis j'avais des lags, j'avais des pertes. Ça s'est énormément amélioré depuis. Donc, éventuellement, on va peut-être reconsidérer notre utilisation de Zoom pour aller vers Jitsi Meet. Mais ce n'est pas parce que c'est libre que c'est parfait. Et quelquefois, il y a des outils propriétaires, comme par exemple Zoom, qui offrent plus de possibilités, plus de stabilité. Par contre, nous restons toujours à l'affût du logiciel libre et éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réévaluer Jitsi Meet et si on voit qu'il est aussi performant que Zoom, on va laisser tomber Zoom. Mais il y a un danger avec les logiciels libres aussi. C'est que les logiciels libres, hélas, quelquefois se font avaler. Et voici un bon exemple d'un logiciel libre qui a été avalé. 8x8. 8x8, c'est une plateforme de visioconférence qui est propriétaire, mais qui est excellente, qui est très épurée, très stable, très rapide, qui offre à peu près toutes les fonctionnalités de Zoom, sauf peut-être l'enregistrement vidéo, mais encore là, ça serait à vérifier. Mais écoutez, 8x8, là, c'est une compagnie privée qui s'est emparée de Jitsi Meet. Donc, en un mot, 8x8, c'est Jitsi Meet épuré
rendu autrement, transformé par 8 par 8. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé 4 par 4, tant qu'à ça, mais en tout cas. Donc, c'est juste pour mentionner qu'un logiciel libre peut être, comment on pourrait dire, dévoyé carrément par une compagnie propriétaire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de OpenOffice. Je pose la question par clavardage. Si je vous dis OpenOffice, est-ce que ça vous dit quelque chose, OpenOffice? Donc, par clavardage, est-ce qu'il y aurait des gens? Non. Oui. Donc, certaines personnes connaissent. Oui, Julie, oui. Donc, les gens connaissent OpenOffice. Non. OpenOffice, c'est une suite de bureautique comme Microsoft Office, mais qui était libre. Bien, imaginez-vous que la compagnie Oracle, notre chère compagnie Oracle, qui fait des bases de données immenses, a mis la main sur OpenOffice. Et maintenant, ce qui est bon, ce n'est plus OpenOffice, c'est LibreOffice. Donc, un logiciel libre peut être, comme je vous disais, dénaturé par une compagnie, mais il va y avoir peut-être ce qu'on appelle une fourche qui va s'en aller et qui va devenir une autre version du même logiciel, mais qui, lui, va rester libre et va demeurer libre. Donc, il faut toujours être à l'affût de ce type d'information-là. Mais pour l'instant, la référence en termes de logiciel libre en visioconférence, ça va être Jitsi. Donc, sinon, il y a 8 par 8 aussi, mais ça, c'est un logiciel propriétaire. Ensuite, je vous encourage aussi à aller visiter Scenari, qui est une suite complète de logiciels libres pour la création et la diffusion de cours. Donc, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser pour développer des cours, mais qui doit quand même être installé sur le serveur de votre établissement. C'est certain que l'établissement, le rôle de l'établissement et sa volonté de favoriser ou son désir de favoriser le logiciel libre ou pas est un élément important à considérer. Non, création de cours pour les enseignements secondaires et supérieurs, OPAL. Donc, c'est un outil, c'est une chaîne éditoriale avec plusieurs logiciels libres à l'intérieur qui vous permet de créer des modules de formation pour des formations présentielles, des formations à distance, des formations mixtes. C'est une solution pour la gestion des publications, multisports, support imprimable, diaporama, site web. Donc, ça permet d'intégrer un site web à l'intérieur. Contenu interactif sur les plateformes LMS ou MOOC. Encore une fois, ça, c'est pas quelque chose que vous installez sur votre ordinateur, mais qui peut être installé sur les serveurs de votre organisme. Maintenant, j'en arrive à un logiciel qui est assez intéressant que vous pouvez installer sur votre ordinateur ou sur les ordinateurs de vos apprenants, naturellement avec leur consentement. Est-ce que vous connaissez TeamViewer? Donc, par clavardage, TeamViewer, est-ce que ça vous dit quelque chose? AnyDesk, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Parfait, oui. Donc, logiciel de prise, oui et oui. Donc, logiciel de prise de contrôle à distance d'un ordinateur pour donner une formation. Moi, je l'utilise beaucoup pour donner des formations à 2-3 personnes autour d'un ordinateur ou pour faire du soutien auprès des apprenantes et des apprenants. Donc, j'utilise TeamViewer ou j'utilise AnyDesk. AnyDesk est une version gratuite également, qui est le concurrent de TeamViewer. Et moi, je le trouve beaucoup plus stable et beaucoup plus intéressant que TeamViewer. Et c'est une version gratuite et une version payante. Mais, encore mieux que cela, WService, c'est la même chose que TeamViewer, mais libre et gratuit. Donc, je pensais justement à la COFA récemment, que j'ai suivi un atelier ou que j'ai vu un atelier 2, qui utilisait TeamViewer. Si éventuellement les licences de TeamViewer deviennent complètement prohibitives, parce qu'elles sont déjà assez chères, une des options que vous pouvez explorer, c'est d'utiliser WService. Et WService, qui est un logiciel libre, est très facile à utiliser. Juste un instant, je vais essayer de le retrouver. Ça, tu peux fermer les onglets de... OK, il ne sera pas là. Je l'ai. Donc, WService, je l'ai ouvert. Et à partir de là, je peux prendre le contrôle de l'ordinateur qui est dans mon bureau. Actuellement, je suis dans le bureau à Lise. Donc, je clique sur Connexion en cours, Écran, et voilà, c'est mon bureau. C'est quelque chose que je vais vous présenter un peu plus tard, mais c'est carrément le bureau qu'on a, mon ordinateur à distance. Donc, en un mot, WService fait exactement la même chose que TeamViewer,
exactement la même chose qu'AnyDesk, mais il est libre et gratuit et devrait rester éventuellement gratuit longtemps sans aucun problème. Et par après, je peux tout simplement, j'ai aussi le choix des fichiers, dossiers. C'est exactement comme pardon, TeamViewer et AnyDesk. Est-ce qu'il y a des questions sur W-Service? Donc, ça peut vous servir à former à distance des petits groupes de personnes. Ça peut vous servir à faire du soutien auprès de vos apprenantes et apprenants. Ça peut vous servir à tous les outils qu'on peut avoir lorsqu'on prend le contrôle à distance. C'est complètement gratuit et c'est libre. Je vais juste rajouter une petite nuance là-dessus. On parle bien, attention, de c'est exactement la même chose pour l'accès aux ordinateurs, hein, oui. L'accès à distance. Oui. Je sais que je ne veux pas non plus porter la confusion par rapport aux autres fonctionnalités de TeamViewer ou AnyDesk. Notamment, je sais que TeamViewer est utilisé par des équipes aussi parce qu'il permet même d'intégrer la visioconférence. Oui. Donc là-dessus, ce n'est pas ce dont on parle, hein, mais vraiment, si votre objectif unique, idéalement, et pas seulement premier, c'est d'accéder à un ordinateur à distance, à ses fichiers, dossiers, etc. Là, c'est vraiment l'équivalent. C'est ça. Je sais qu'il y a, c'est ça. C'est au cas où vous posez la question pour peut-être celles et ceux éventuellement qui utilisent les fonctions de visioconférence de TeamViewer. Là-dessus, c'est encore autre chose, effectivement. Attention, là, vous allez me poser la question, W-Service est-il facile à installer? Il y a une logique particulière. C'est-à-dire que pour installer W-Service, vous devez d'abord vous inscrire sur le site web. Ensuite, vous créez ce qu'on appelle un agent. Et là, vous avez un code. Donc, quand vous l'installez sur votre ordinateur, il va vous demander le code. Et si vous n'avez pas ce code-là, vous ne pouvez pas l'installer sur votre ordinateur. Donc, c'est juste... C'est assez sécurisé. C'est très sécurisé. Donc, en un mot, c'est juste une autre façon pour installer cet outil-là. On passe à d'autres outils. Gérer, planifier, créer, planifier et gérer. Si vous désirez faire des capsules d'animation, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Synfig Studio. Synfig Studio vous permet de faire des capsules d'animation pour vos formations asynchrones. D'accord? Donc, ça fait des petites animations pédagogiques que vous pouvez par après diffuser sur le web. Mais ce logiciel-là, je l'ai testé, je l'ai utilisé. Ce n'est pas le plus simple à utiliser. Donc, il est libre, il est intéressant, mais ce n'est pas le logiciel le plus simple à utiliser. Mais ça vous permet de faire des capsules vidéo, des animations. Et c'est un logiciel libre. Maintenant, CiviCRM. Rapidement, CiviCRM, c'est un logiciel qui permet de gérer des grosses bases de données d'apprenantes ou d'apprenants ou de clients. Donc, c'est un logiciel qui est encore une fois installé sur les serveurs de votre organisation. Nous, au CEDAF, on l'utilise pour gérer nos membres, gérer quelques apprenants, des apprenants aussi. C'est un logiciel de base de données important. Donc, j'ai ici une question de Sandra Gaudet. Est-ce que c'est gratuit? Synfig Studio, la réponse est oui. Si c'est par rapport à Synfig Studio, c'est oui. DW, c'est oui. Tout est gratuit dans ce qu'on vous montre actuellement globalement. Quoique libre ne veut pas dire gratuit, mais nécessairement, mais entre vous et moi, ça veut souvent dire gratuit. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours automatique. Maintenant, un autre petit logiciel. Donc, CiviCRM, rapidement, c'était vraiment juste pour vous le mentionner, c'est un gros logiciel très puissant pour la gestion de grosses bases de données d'apprenants qui peut être installé sur les serveurs de votre organisme. Mais vous, pardon, vous, en tant que formatrice et formateur, vous, en tant que formatrice et formateur, il existe, et ça je l'adore, un petit logiciel qui s'appelle Symphytum. Symphytum, c'est Axus ou FileMaker simplifié au maximum. Donc, si vous désirez gérer une base d'apprenants, gérer les évaluations de vos apprenants à l'intérieur d'un petit logiciel à vous, une petite base de données, vous avez cet outil-là qui est très, très simple à utiliser. Donc, ici, vous avez la version de Symphytum. Alors, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de créer une nouvelle collection.
Donc, par exemple, je vais l'appeler apprenant. D'accord? Ensuite, je vais créer un nouveau champ. Ça va être, par exemple, tout simplement texte et je vais mettre nom. Suivant. Pas besoin qu'il soit obligatoire. Et je peux mettre un autre champ qui va s'appeler, par exemple, prénom. Voilà, et voilà. Et quand je crée ma fiche, nom et prénom apparaissent directement et je peux commencer à remplir ma base de données. Je n'ai jamais vu une base de données plus simple à utiliser. Jamais. Même FileMaker est plus difficile à utiliser que Symphytum. Donc, c'est un bon petit outil pour gérer jusqu'à un certain point vos apprenants, les informations sur vos apprenants que vous pouvez installer sur votre ordinateur et qui est complètement libre de droit. Est-ce qu'il y a des questions pendant que je prends une gorgée? Merci déjà, Laetitia, qui doit quitter. Aussi, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Merci à nous d'avoir répondu aussi. Merci de votre attention pour aujourd'hui. Parfait. Alors, on va bientôt terminer. Donc, rapidement, c'est une figue pour des capsules d'animation. CVCRM pour la grosse gestion d'apprenants. Une petite gestion d'apprenants, une petite base de données pour vous, pour vos besoins personnels, Symphytum. Et finalement, avant qu'on ouvre la discussion, juste vous dire quelques logiciels qui, à notre avis, sont absolument essentiels au niveau du libre à installer sur votre ordinateur. C'est par exemple LibreOffice, qui est une suite de bureautique complète qui vous permet de faire la même chose que Microsoft Office. Et sur un même ordinateur, vous pouvez avoir Microsoft Office et LibreOffice. Il n'y a aucun problème, ça ne rentre pas en compétition. Ils s'entendent très, très bien. C'est juste que quand vous installez LibreOffice, il va vous demander, veux-tu que je prenne en charge les documents Word? Vous lui dites non. Puis après ça, vous pouvez utiliser LibreOffice dans votre guise sans avoir à vous soucier de Microsoft Office. VLC, c'est un lecteur vidéo et même, je dirais, un éditeur quasiment vidéo. VLC, écoutez, moi, personnellement, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est lecture vidéo, ça passe par VLC. C'est un incontournable à avoir en termes de logiciel libre. Naturellement, le navigateur web Firefox, qui ne vous espionne pas, contrairement à Chrome, qui collecte absolument tout ce que vous faites sur le web, tout, et quand on dit tout, c'est tout. Et vous avez également GreenShot. Ça permet de faire des captures d'écran, mais c'est très puissant en termes de logiciel libre de capture d'écran, et ça permet de les intégrer à l'intérieur des présentations PowerPoint ou des présentations Impress. Donc, GreenShot, c'est complètement gratuit, et c'est libre de droit. Et finalement, Everything. Everything, c'est un logiciel de recherche sur votre ordinateur. Donc, si vous trouvez que c'est long de trouver des informations sur votre ordinateur, avec Everything, c'est excessivement rapide de retrouver l'information sur vos ordinateurs. Ça, c'était juste un petit bonus. C'était juste pour mentionner, comment je pourrais dire, en dehors des aspects de formation ou de formation à distance. Everything, Mac ou PC? Très bonne question. C'est PC, je pense. C'est PC pour l'instant. Disons que ça reprend un peu des fonctionnalités que vous allez retrouver dans, je crois qu'il doit être quelque part dans les liens du coup. Ça reprend des fonctionnalités que vous allez trouver dans l'explorateur de documents sur un PC. Pour l'instant, c'est pas, il me semble pas qu'il y ait de version déjà pour, ben c'est ça. Ouais, ça reste seulement en 64 bytes et tout. C'est pour du. C'est pour Mac. Je l'ai pas installé. C'est pas pour Mac, c'est pour PC. Effectivement. Donc, merci. Alors, voilà, ça ferait le tour de notre présentation. Là, je vais les... Oui, non, on va pas. Voilà. Je vais les hypnotiser, c'est ça. Alors, donc, c'est quelques outils, quelques services, quelques plateformes libres que vous pouvez utiliser pour former à distance. Maintenant, la parole est à vous et j'aimerais savoir si vous aimeriez nous conseiller, nous référer, nous indiquer des logiciels que vous utilisez à l'intérieur de vos établissements ou à l'intérieur que vous utilisez en termes peut-être personnellement aussi, si vous avez des outils que vous connaissez au niveau du logiciel libre que vous pourriez partager avec nous. Oh, mon Dieu, j'ai oublié quelque chose, mais on va d'abord voir les initiatives modestes, mais espérons utiles d'un organisme du réseau collégial pour encourager le recours au logiciel libre dans l'espace Profil TIC.
on retrouve maintenant une clé de recherche qui permet de trouver des logiciels libres en fonction des habiletés du profil. Oh. OK. Très intéressant. Et l'ADTE a collaboré avec nous pour l'indexation de ces ressources. Très, très bonne information. C'est une information absolument intéressante. Et avant qu'on se quitte, il y a quelque chose de très important que je dois vous montrer. C'est une nouvelle initiative. Elle est dans les derniers. Ferme ceux-là, comme ça, tu pourras accéder plus facilement. Tu sais, la croix? La croix, voilà. Parce qu'elle est dans la fin. Voilà, ressources. Stop! Je l'ai fermé. On ne peut pas... Regarde dans l'historique ici, c'est pas grave. Okay. Ici, on a une bibliothèque. Bibliothèque. Ouais. Si on a les pouces. Historique. Oui, les onglets récemment fermés. OK. Ça ne sera pas long, juste un instant. Ensuite, vas-y. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. J'aimerais juste vous mentionner qu'il y a un appel à contribution actuellement. Et comme vous voyez, ça a été publié le 4 décembre. Donc, on ne peut pas être plus à jour que ça. Donc, ressources numériques, appel à contribution, entre autres du Centre de documentation collégiale. Je vous invite fortement à contacter Isabelle Laplante, qui veulent mettre sur place, en un mot, un portail mutualisé pour repérer les ressources éducatives libres de droit et diffuser des ressources éducatives libres, les REL, ce qu'ils appellent les REL. Donc, ils vont aller chercher les ressources éducatives REL, générales, mais ils veulent avoir un volet également de ressources éducatives libres. Donc, ils sont en train de mettre ça sur place. Je trouve ça très intéressant comme initiative pour la raison suivante. Un, ça va être québécois. Deux, ça va mettre de l'avant les ressources éducatives libres. Et trois, c'est un projet qui est récent. Donc, des informations récentes, des nouveautés, des choses récentes. Alors, nous appelons, nous vous conseillons de participer à cet appel à contribution et nous allons vous envoyer, enfin, on va envoyer l'information à Alain qui vous fera suivre le lien ainsi que le courriel d'Isabelle Laplante pour que vous puissiez participer à cette nouvelle, comment je peux dire, à cette nouvelle mise en place d'un portail mutualisé. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions, des outils que vous utilisez déjà? Ah oui, H5P, oui, oui. Effectivement, là, je profite pour lire un petit peu rapidement ce qui se dit dans le clavardage. H5P, logiciel libre. Ah, oui. Oui, ça, c'est Marianne, Hélène et Jean-François, en tout cas, qui écrivent H5P, logiciel libre pourront être interfacés dans Moodle, par exemple. Très intéressant. Oui, H5P est vraiment très intéressant. On l'utilise aussi, nous. C'est un module qui permet, en gros, de composer plusieurs types d'activités, plusieurs types d'exercices. On peut, par exemple, héberger une vidéo en ligne, la téléverser dans H5P et y ajouter des exercices pour la rendre interactive, des quiz qui peuvent mettre sur pause la vidéo, par exemple, le temps que les étudiants ou étudiantes répondent à des questions. On peut aussi carrément se faire fi, en fait, finalement, des vidéos et créer des questionnaires, créer des jeux de cartes interactifs, créer des activités pour lire du contenu. Par exemple, vous mettez un énoncé et l'étudiant, pour du travail peut-être de diction orale, va même pouvoir lire le texte à haute voix et là, avoir une évaluation de « OK, vous avez bien lu le texte ». C'est vraiment un outil assez passionnant. Là. Et bon, là, je vais juste donner quelques exemples de ce que ça permet de faire, mais effectivement, c'est très intéressant pour développer du contenu de formation. Il y a, oui, juste pour l'hébergement aussi, une petite note, quelque chose qu'on a surveillé aussi comme pour Mattermost, pour les autres outils dont vous parlez tantôt. H5P, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez effectivement le téléverser comme une sorte de module sur votre Moodle, sur un site, par exemple, comme Drupal, comme il y a un module pour WordPress notamment aussi. Mais il y a une version en ligne maintenant. C'est assez pratique. Ouais. Il y a une version en ligne hébergée qui peut vous permettre de faire certains tests. Bon, ça atteint des limites quand même. Ça, c'est mon opinion. Ça atteint quand même quelques limites au niveau d'un établissement scolaire, au niveau de récupérer les activités que vous créez notamment. Parce que tout ce que vous créez dans cet espace en ligne est hébergé dans cet espace uniquement. Donc, votre contenu n'a pas beaucoup de mobilité, mais si jamais c'est juste pour vous essayer à ce genre d'activité, ce genre de module, pourquoi pas?
mais il y a des frais par contre. C'est une petite note là, il y a des frais d'hébergement, mais c'est quand même le genre de plateforme qui pense au fait que peut-être, bien que nous soyons passionnés de notre côté, que le CEDAF ou pas mal d'établissements ont leur serveur, mais peut-être que tout le monde qui veut essayer ce genre d'outil n'a pas un serveur dédié, donc ils essaient quand même de rendre disponible ce genre de module. Oui, effectivement. Donc, en un mot, H5P peut être installé dans Moodle ou sur le serveur de l'établissement, mais il y a une version également qu'on peut utiliser nous-mêmes pour se pratiquer. C'est ça. Je crois que c'est le h5p.com. Là, on est sur le site .org. Mais c'est le .com. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'aime bien garder les choses de tête comme ça. Oui, la version .com vous permet donc d'essayer pendant 30 jours ou sinon après de carrément avoir un espace d'hébergement pour votre version, votre module de H5P. Oui, c'est vrai, très bonne exemple. On fait des quiz dans les vidéos, des quiz, des sondages dans les vidéos, des questions. Exactement. Oui, tout ça, toutes les fonctionnalités sont disponibles. Merci aussi. L'Université de Moncton qui dit que je reconnais plusieurs des logiciels. Vous avez présenté beaucoup de belles idées, ça fait plaisir. Et merci aussi pour les autres remerciements. Peut-être qu'Alain, tu voudrais dire quelques mots. Oui, on aurait le temps pour une toute dernière question au cas où. Commentaire, question, suggestion d'une toute dernière fois. Clavardage, vous pouvez utiliser aussi, bien entendu, les outils de Zoom, votre caméra, votre micro. Ou on peut activer les micros aussi. Oui. Alors non, de tout ce qu'on a eu, c'est des beaux commentaires concernant la formation. Ça mettrait fin à l'atelier. Gros merci à Lise et François. Un atelier encore riche et enrichissant et une tonne d'informations. Généreux partage d'informations. On vous rappelle tout le monde, si vous voulez obtenir le document, le clavardage et le lien vidéo, vous contactez le REFAD. Je remets l'adresse dans le courriel. On vous invite également à on vous invite également à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Et je laisse le mot de la fin à Lise et François. Bon, on ne peut pas tous les deux faire ça. Non, mais un grand merci à tout le monde. Ça fait toujours plaisir de, nous, là, un petit point de vue éthique aussi et tout, de partager ce genre de ressources parce que les initiatives du livre continuent de se développer. Et je sais aussi qu'il y a pas mal d'enjeux. C'est vrai, on en a nommé quelques-uns au début, mais on pourrait aussi nommer l'enjeu des ressources. On sait qu'il y a des défis parce que oui, certaines plateformes et logiciels propriétaires sont ultra intuitifs parce qu'ils ont notre argent ou nos données personnelles à vendre. Donc, techniquement, ils ont les ressources pour se rendre très intuitifs. Donc, c'est aussi un beau défi, finalement, je trouve, dans la mesure du possible, bien entendu, d'adapter aussi finalement les établissements d'enseignement à recevoir finalement des outils du libre aussi, finalement, les intégrer dans vos pratiques aussi. Je trouve que non seulement ça soutient la communauté du libre, mais ça nous permet aussi d'avoir de la mobilité finalement, de la personnalisation. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En tout cas, les retours qu'on a d'établissements qui intègrent des logiciels libres, là, pour l'instant, sont assez positifs, toujours bien sûr, quand on pense au niveau de difficulté pour certaines plateformes, ou je pense à Moodle, là, je sais qu'il y a des équipes techniques derrière, mais bien sûr, dans la mesure du possible, là, c'est apparemment toujours bien reçu. Donc, nous, ça fait plaisir de présenter tout ça. Je sais que ça fait beaucoup d'informations en 1h30, mais on a aimé vous avoir avec nous, là, vraiment. François, est-ce que tu voudrais... Je pense que tu as pas mal tout dit. Lise, j'aimerais juste rajouter que de plus en plus, moi, je développe un réflexe qui s'appelle « Y a-t-il une version libre pour ce logiciel-là? » Et de plus en plus, je m'aperçois comme, par exemple, si AnyDesk ou TeamViewer devient inaccessible, je suis déjà prêt à prendre DW Service. Donc, toujours le réflexe peut-être de penser, y a-t-il une version libre pour faire telle chose? Et le libre devient de plus en plus convivial et facile. Alors, moi, je me dis, pourquoi j'irais payer pour un logiciel propriétaire qui va me faire des versions qui sont incompatibles, comme par exemple Word 2010 avec Word 2019. J'ai Word 2019 à la maison, puis j'ai une vieille version de 2010 aussi. Imaginez-vous, pas capable de sauvegarder en 2010. Faut faire un petit travail. Alors, je me dis, tant qu'à faire ça, je vais vers le libre. C'est un réflexe, ça devient un réflexe tout simplement. Et c'est juste pour mentionner qu'une fois qu'on a ce réflexe-là, ça devient facile. Sans être un intégriste du libre, je trouve que c'est de plus en plus facile et intéressant à utiliser. Et je vous remercie beaucoup de votre participation et je remercie le REFAD également de nous donner cette plateforme
d'échange avec les collègues. Un gros merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.